Bienvenue dans Une vie autonome, votre guide pour développer votre résilience, vos capacités et votre liberté en période d'incertitude. Je suis votre hôte et aujourd'hui, nous approfondissons les principes et les pratiques qui peuvent transformer la sécurité et l'avenir de votre famille. La psychologie surprenante de l'autodiscipline et pourquoi la volonté seule vous fera toujours défaut. Et troisièmement, les leçons intemporelles de 3 personnages historiques qui ont incarné l'autonomie de manière radicalement différente. Que vous soyez préoccupé par l'incertitude économique, que vous souhaitiez renforcer la résilience de votre famille ou que vous souhaitiez simplement avoir plus de contrôle sur l'orientation de votre vie, cet épisode propose des stratégies concrètes que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement. Commençons par une question qui met la plupart des gens mal à l'aise. Si l'électricité était coupée pendant 2 semaines maintenant, pas d'électricité, pas d'eau courante, pas d'épicerie ouverte, votre famille s'en sortirait-elle? La plupart des Américains répondraient « absolument pas ». Et c'est un problème, car des perturbations surviennent. Ouragans, incendies de forêt, tempêtes de verglas, chocs économiques, ruptures de chaînes d'approvisionnement, ce ne sont pas des scénarios hypothétiques issus de fantasmes de survivalistes. Ce sont des réalités récurrentes qui prennent les familles mal préparées au dépourvu. Mais voici la bonne nouvelle. La préparation aux situations d'urgence de base n'est ni difficile ni coûteuse. Elle nécessite une action systématique sur 30 jours. Laissez-moi vous présenter le cadre. La première semaine se concentre sur le besoin de survie le plus crucial, l'eau et la nourriture. Il vous faut 58 litres d'eau par personne, soit une réserve pour 2 semaines à raison de 2 litres par jour. Cela correspond à des bidons de 20 litres ou des caisses d'eau en bouteille, conservées dans un endroit frais et sombre. Coût, environ 30 à 50 $ par personne. Pour la nourriture, oubliez les plats lyophilisés que vous n'avez jamais goûtés. Prévoyez 2 semaines de nourriture longue conservation que votre famille consomme réellement. Conserves, riz, pâtes, beurre de cacahuète. Ajoutez un réchaud de camping pour cuisiner sans électricité et vous pourrez enfin nourrir votre famille quand les autres paniquent. Coût total pour la première semaine, environ 200 $ pour une famille de 4 personnes. La deuxième semaine ajoute lumière, chaleur et communication, lampe de poche LED, batterie externe pour recharger votre téléphone, radio d'urgence pour les actualités. Si vous vivez dans un climat froid, il vous faut un moyen de chauffer votre maison sans électricité, que ce soit une cheminée, un poêle à bois ou un chauffage au propane, avec une ventilation adéquate. N'oubliez pas le détecteur de monoxyde de carbone avec batterie de secours. Comptez environ 200 $ de plus, mais vous avez maintenant couvert les bases de la survie. La troisième semaine est consacrée aux fournitures médicales, à l'hygiène et à la documentation. Une trousse de premiers secours complète, un approvisionnement de 30 jours en médicaments sur ordonnance, ainsi que du matériel d'hygiène en cas de coupure d'eau. Rassemblez les copies des documents importants, carte d'identité, police d'assurance, relevé bancaire, et conservez-les dans un contenant étanche et ignifuge. Retirez entre 500 et 1000 $ en petites coupures, car les distributeurs automatiques ne fonctionnent pas sans électricité et les paiements électroniques échouent en cas d'urgence. La quatrième semaine complète votre préparation avec la sécurité, les compétences et la planification. Assurez-vous que vos portes et fenêtres sont bien verrouillées. Suivez un cours de premiers secours et de réanimation cardio-pulmonaire, RCP. Les compétences comptent plus que l'équipement. Élaborez un plan d'urgence familial. Où vous retrouvez en cas de séparation, qui contacter en cas de panne de téléphone. Entraînez-vous à évacuer votre domicile. Discutez de l'entraide entre voisins en cas d'urgence. Coût total de ce plan de préparation de 30 jours, entre 700 et 1200 $ pour une famille. Cela peut paraître cher jusqu'à ce qu'on réalise que cet investissement offre une protection contre des catastrophes pouvant coûter des milliers de dollars ou mettre des vies en danger. C'est la meilleure assurance que vous puissiez souscrire. Mais voici ce que la plupart des gens oublient. La préparation aux situations d'urgence ne se résume pas à une question de fourniture, mais de psychologie.
Les familles préparées regardent les informations sur les catastrophes avec calme, car elles savent qu'elles s'en sortiront. Les familles non préparées paniquent, ce qui conduit à de mauvaises décisions et à des situations dangereuses. La confiance qui naît de savoir que l'on peut tenir 2 semaines sans aide extérieure, c'est inestimable, et cela change fondamentalement notre façon d'évoluer dans le monde. Passons maintenant à quelque chose d'aussi important, l'autodiscipline, car toutes les fournitures d'urgence du monde ne serviront à rien si vous ne respectez pas le plan de préparation. La plupart des gens pensent que l'autodiscipline est un trait de caractère. Certains en sont dotés, d'autres non. Les recherches montrent que c'est totalement faux. L'autodiscipline n'est pas une question de volonté, mais de système. Voici ce que révèlent les sciences du comportement. La volonté est une ressource limitée qui s'épuise à force d'être utilisée. Le psychologue Roy Baumeister l'a démontré à travers des expériences où des personnes qui résistaient à la tentation, comme ne pas manger de biscuits placés devant elles, obtenaient ensuite de moins bons résultats à des tâches sans rapport avec leur activité et nécessitant de la maîtrise de soi. Leur volonté était épuisée. Cela explique pourquoi vous pouvez résister au beignet au petit déjeuner, mais pas à la glace le soir. Le soir, vous avez pris des centaines de décisions et résisté à des dizaines de tentations. Vous êtes à bout de force. L'implication est profonde. Ne comptez pas uniquement sur la volonté. Aménagez plutôt votre environnement et vos routines de manière à minimiser les situations exigeant de la volonté. Laissez-moi vous donner 3 stratégies puissantes qui fonctionnent réellement. Premièrement, les intentions de mise en œuvre. Les recherches du psychologue Peter Gollwitzer montrent que des plans si-alors précis augmentent considérablement le suivi. Au lieu d'objectifs vagues, comme je ferai plus d'exercices, créez des déclencheurs précis. S'il est 6 heures du matin en semaine, je ferai 30 minutes d'exercice avant de prendre ma douche. Le format si-alors crée un comportement automatique qui ne nécessite pas de volonté. Deuxièmement, les dispositifs d'engagement. Ce sont des choix que vous faites maintenant qui restreignent vos options futures, forçant votre futur moi à faire ce que votre moi actuel désire. Envie d'économiser? Programmez des virements automatiques le jour de paie avant de pouvoir le dépenser. Vous voulez éviter les distractions des réseaux sociaux? Supprimez les applications de votre téléphone. Les réinstaller demande des efforts, ce qui crée des tensions. Envie de faire régulièrement de l'exercice? Partagez publiquement vos objectifs avec vos amis. La pression sociale vous aide à les atteindre. Troisièmement, la règle des 2 minutes. Lorsque vous adoptez de nouvelles habitudes, faites en sorte que la première étape dure moins de 2 minutes. Envie de lire davantage? Commencez par 2 pages par soir. Envie de faire de l'exercice? Commencez par 2 minutes d'étirement. Cette version de 2 minutes est durable et crée une dynamique vers un engagement plus long. Ces stratégies ne requièrent pas une volonté surhumaine. Elles nécessitent une conception intelligente. Et elles fonctionnent parce qu'elles correspondent au fonctionnement réel de la psychologie humaine et non à celui que nous souhaiterions qu'elle fonctionne. Voici l'effet cumulatif en action. Quelqu'un qui lit 10 pages par jour en lit 3650 par an, soit environ 12 livres. Quelqu'un qui fait 15 minutes d'exercice par jour en fait 91 heures par an. De petites actions quotidiennes maintenues dans la durée produisent des résultats qui semblent impossibles à ceux qui comptent uniquement sur leur volonté. L'idée clé: votre trajectoire de vie est moins déterminée par des décisions majeures que par des milliers de choix mineurs que vous remarquez à peine. Une amélioration d'1% par jour se traduit par une amélioration 37 fois supérieure après un an. Une baisse d'1% par jour se traduit par une amélioration quasi nulle. Les mathématiques des intérêts composés s'appliquent au comportement. De petites actions, accumulées au fil du temps, créent d'énormes différences de résultats. Musique de transition. Permettez-moi maintenant de partager 3 histoires qui donnent vie à ces principes. 3 personnes d'époques différentes qui ont incarné l'autonomie de manière radicalement différente. Tout d'abord, Andrew Carnegie, issu d'une famille d'immigrés écossais pauvres,
est devenu l'homme le plus riche et le plus grand philanthrope des États-Unis. Arrivé aux États-Unis à l'âge de 12 ans avec sa famille, qui avait emprunté de l'argent pour émigrer, il a commencé à travailler dans une usine textile pour 20 $ par semaine, 12 heures par jour, à changer les bobines sur les machines à filer. Mais la véritable éducation de Carnegie se déroula en dehors de cette usine. Un riche homme d'affaires, le colonel Anderson, ouvrait sa bibliothèque personnelle aux jeunes ouvriers tous les samedis. Carnegie dévorait les livres, histoire, biographie, économie, philosophie. Il lisait avec voracité et se souvenait de tout. Ce libre accès au savoir transforma un jeune ouvrier en l'un des hommes les plus instruits d'Amérique. Carnegie a construit sa carrière par un apprentissage constant. Il est devenu messager télégraphique, puis a appris la télégraphie en autodidacte en observant les opérateurs. Il a été promu opérateur télégraphique à 14 ans. À 24 ans, il était surintendant d'une division ferroviaire. À 30 ans, il bâtissait l'empire sidérurgique qui allait faire de lui l'homme le plus riche du monde. Mais voici ce qui rend l'histoire de Carnegie vraiment remarquable. En 1901, il vendit son entreprise sidérurgique pour 480 millions de dollars, soit environ 14 milliards de dollars d'aujourd'hui. Puis il en distribua 90%. Il finança 2500 bibliothèques dans le monde, convaincu que le libre accès au savoir favorisait l'épanouissement personnel, exactement comme la bibliothèque du colonel Anderson l'avait fait pour lui. Carnegie a prouvé que partir de rien n'empêche pas de tout réussir. Il a également démontré que l'objectif n'est pas l'accumulation, mais l'impact. Deuxièmement, Sequoyah, un orfèvre cherokee qui a accompli un exploit que les linguistes considèrent comme quasi impossible. Vers 1821, Sequoyah a créé à lui seul un système d'écriture complet pour la langue cherokee. Sequoyah ne savait ni lire ni écrire l'anglais et n'avait reçu aucune éducation formelle. Mais pendant la guerre de 1812, il observa les soldats blancs utiliser des messages écrits et fut fasciné. Les Cherokees n'avaient pas d'écriture. Leur histoire et leur savoir reposaient entièrement sur la mémoire et la transmission orale. Sequoyah décida d'en créer un. Sa communauté le prenait pour un fou. Pendant 12 ans, il subit les moqueries tout en développant méthodiquement son syllabaire. 85 symboles représentant toutes les syllabes Cherokee. Lorsqu'il démontra enfin le fonctionnement du système en faisant lire à sa fille des messages qu'il avait écrits, adoptèrent une constitution écrite et préservèrent pour la première fois leur savoir culturel par écrit. La réussite de Sequoyah démontre qu'une éducation formelle n'est pas indispensable à l'accomplissement intellectuel. Ce qui est nécessaire, c'est la persévérance, la moquerie, l'observation et l'analyse attentive et un engagement à long terme. Sequoyah a travaillé 12 ans sur son syllabaire, alors que tout le monde lui reprochait de perdre son temps. C'est la discipline nécessaire à une réussite extraordinaire. Troisièmement, Margaret Thatcher, qui devint la première femme Premier ministre de Grande-Bretagne en 1969 et sauva son pays de l'effondrement économique. Thatcher hérita de la catastrophe. Une inflation supérieure à 10%, un chômage en hausse, des syndicats contrôlant les grandes industries par des grèves, des ordures s'accumulant dans les rues. La Grande-Bretagne semblait finie. En 11 ans, Thatcher a transformé la Grande-Bretagne grâce à son engagement indéfectible envers ses principes. Elle a brisé le pouvoir syndical qui avait rendu la nation ingouvernable. Elle a privatisé les industries publiques inefficaces. Elle a réduit les dépenses publiques et les taux d'imposition les plus élevés de 43% à 40%. Elle a défendu la souveraineté britannique militairement lors de la guerre des Malouines et diplomatiquement contre le communisme soviétique. Ses politiques étaient profondément controversées. Mais Thatcher ne gouvernait pas par sondage ou consensus. « Je ne suis pas une politicienne consensuelle », disait-elle. « Je suis une politicienne de conviction. » Elle croyait que certains principes étaient justes et les défendait malgré une forte opposition. En 1990, lorsqu'elle quitta ses fonctions, l'économie britannique connaissait une croissance plus rapide que celle de l'Allemagne ou de la France. Les grèves syndicales étaient passées de 29 millions de jours d'absence annuels à moins de 2 millions.
Le taux de propriété immobilière était passé de 55 à 67%. 9 millions de personnes détenaient des actions d'anciennes entreprises publiques. Thatcher a démontré que les nations en déclin peuvent inverser la tendance grâce à un leadership déterminé fondé sur les principes plutôt que sur la popularité. Son héritage reste controversé, mais personne ne nie qu'elle a fondamentalement changé la trajectoire de la Grande-Bretagne. Alors, quel est le lien entre ces trois histoires? Que nous apprennent Carnegie, Sequoia et Thatcher sur l'autonomie aujourd'hui? Premièrement, l'éducation est accessible à ceux qui la recherchent. Carnegie n'a pratiquement pas suivi d'enseignement formel, mais grâce à ses lectures, il est devenu l'un des hommes les plus instruits d'Amérique. Sequoia n'avait aucune formation linguistique, mais a créé un système d'écriture. Thatcher a maîtrisé des détails politiques complexes grâce à des études rigoureuses. Aucun d'eux n'a attendu qu'on lui enseigne le savoir. Ils l'ont acquis. Deuxièmement, la persévérance permet de surmonter les moqueries et l'opposition. Adolescent, Carnegie travaillait 12 heures par jour pendant que les autres garçons jouaient. Sequoia a enduré 12 années de moqueries tout en perfectionnant son syllabaire. Thatcher a affronté sans relâche les critiques constantes, les menaces de mort et l'opposition politique. Ils comprenaient tous que les réalisations nécessaires sont rarement populaires au départ. Troisièmement, penser à long terme tandis que d'autres pensent à court terme. Carnegie a acquis des actifs pendant les crises économiques et a construit pour des décennies et non pour des trimestres. Sequoia a travaillé 12 ans sur un projet que la plupart des gens abandonnent au bout de 12 semaines. Thatcher a sacrifié sa popularité à court terme pour une transformation à long terme de la Grande-Bretagne. Ils ont tous accepté une gratification différée en échange d'un impact durable. Quatrièmement, servir quelqu'un qui dépasse votre propre intérêt. Carnegie a donné 90% de sa fortune pour aider les autres à s'améliorer. Sequoia a créé le syllabaire pour préserver la culture cherokee et donner du pouvoir à son peuple. Thatcher a subi des attaques personnelles parce qu'elle croyait que ses politiques sauveraient la Grande-Bretagne. Elle n'était pas motivée uniquement par l'intérêt personnel, mais par la contribution. Ces principes s'appliquent quelle que soit votre situation. Vous ne bâtirez pas un empire sidérurgique, n'inventerez pas un système d'écriture et ne deviendrez pas Premier ministre. Mais vous pouvez vous former sans relâche, persévérer face à l'opposition, penser à long terme et servir les autres. Et ces principes, appliqués avec constance au fil des ans, produisent des résultats remarquables. Voici votre action pour aujourd'hui. Choisissez un domaine de cet épisode et mettez-le en œuvre cette semaine. Cela peut consister à mettre en place votre plan de préparation aux situations d'urgence de 30 jours. Commandez dès aujourd'hui des contenants d'eau et des aliments de longue conservation. Cela peut consister à définir une intention de mise en œuvre selon le format « si alors ». Cela peut consister à choisir un livre à lire pour approfondir vos connaissances dans un domaine que vous souhaitez maîtriser. N'essayez pas de tout faire simultanément, cela demande plus de volonté que vous n'en avez. Construisez systématiquement, étape par étape. N'oubliez pas, la résilience ne se construit pas du jour au lendemain, mais systématiquement, au fil du temps et grâce à des efforts constants. L'autodiscipline ne se résume pas à une volonté surhumaine, mais à des systèmes intelligents. Et la réussite n'est pas un mystère, c'est une action disciplinée répétée au fil du temps. La trajectoire de votre vie est déterminée par des milliers de petits choix que vous faites chaque jour. Dès aujourd'hui, faites ces choix délibérément. Développez-les au fil du temps. Construisez la vie résiliente, compétente et autonome que vous souhaitez. Merci d'avoir écouté La Vie autonome. À bientôt. Soyez préparés, disciplinés et libres. civilizationbuilders.net, amazon.com, author Jenna Constante. Reconstruire la civilisation, une voie à la fois. Connecter les générations, préserver la sagesse, construire l'avenir.